Il faut se méfier de l'eau qui dort. La rivière de Los Angeles est connue pour ses crues brutales et violentes. Ce jour-là, en quelques secondes, elle se transforme en un torrent d'une violence exceptionnelle. 2 hommes qui coulaient du béton sur un pont s'accrochent à leur bétonnière qui est emportée par le courant. Si le camion se retournait, on risquait de gros problèmes car les courants étaient très forts. La vitesse à laquelle l'eau va arriver, elle peut être de plusieurs mètres par seconde. Il faut imaginer, on est dans une rivière qui est à sec, et en quelques minutes, on va voir arriver un mur d'eau, alors qu'il n'a pas forcément plu à l'endroit où on se trouve. La pluie se produit en arrière, sur la montagne. Donc à l'endroit où on se situe près de Los Angeles, il n'a pas plu. L'eau s'écoule dans la rivière sur la montagne et arrive brutalement dans un endroit où on pense être à l'abri, puisqu'on ne sait même pas qu'il a plu forcément sur place. Les 2 hommes vivent un vrai cauchemar. Je n'y croyais pas. Je n'avais jamais imaginé qu'un camion de ce poids puisse être soulevé jusqu'à la surface comme il l'a été. On flottait littéralement. J'ai vu une énorme vague pleine de déchets. En 5 secondes, l'eau était à une hauteur de 2 mètres. Quand ils ont vu l'eau arriver, je pense que tous les deux ont eu la présence d'esprit de monter à l'échelle comme moi je le fais ici, assez rapidement. Et de se mettre ici sur cette partie de l'arrière du camion. Et on voit très bien que l'eau arrive à la hauteur de l'échelle, environ à 2-3 mètres. Heureusement, une bétonnière, c'est très haut. Malgré la profondeur de la rivière, les roues de l'engin touchent le fond par moment, ce qui l'empêche de basculer. Mais le camion fonce sur le pilier d'un pont. Quand le camion arrive sur le pilier, on ne sait pas quel choc il va y avoir, s'il va se retourner, on ne sait pas les réactions du camion qu'il va avoir là. Donc c'est vrai que la seule chose qu'ils ont, c'est de se cramponner. Je me rappelle que Marc me demandait ce qui allait se passer. Et je lui ai dit que la seule chose à faire était de prier et d'espérer que tout se finisse bien. On voit qu'il y en a un qui est prêt de tomber, donc il se rattrape une extrémiste. Et ils attendent. En fait, le pont les a sauvés. Je pense que c'est une chance dans la mesure où ça les a stoppés. Autrement, ils auraient continué leur trajet avec un risque de se retrouver pris dans des phénomènes de tourbillon. La bétonnière aurait pu se retrouver à vriller, à être entraînée dans des mouvements plus complexes qui auraient pu lui l'amener à basculer ou je ne sais pas. Les conducteurs de l'engin étaient en danger. S'ils lâchaient prise, il y avait peu de chances qu'ils s'en sortent. Dans un cas comme ça, là, emportés par les eaux, ils auraient pu se retrouver très rapidement noyés. Même un bon nageur ne peut pas s'en sortir quand le courant atteint ces vitesses-là. Alertés par des témoins, les secours se rendent immédiatement sur place. L'eau monte toujours et les 2 hommes risquent à tout moment d'être emportés par le courant. Le sauvetage est délicat. Le pilote de l'hélicoptère doit tenir compte des fils à haute tension. J'étais déboussolé et désespéré. Pendant qu'il descendait, le sauveteur essayait de nous calmer et on avait tellement peur. Tout ce qu'on voulait, c'était partir de là. Ils avaient évidemment très peur. L'eau secouait le camion et ces hommes pensaient qu'ils étaient en train de vivre leurs derniers instants. Je sentais l'eau qui poussait la bétonnière vers le bas. Je me suis retourné, aveuglé, et je leur ai dit de tenir bon. Ce que je ne voulais pas, c'était les perdre dans l'eau, et je ne voulais pas tomber moi-même. Rick Hernandez ramènera finalement les 2 hommes sains et saufs. Ces sauveteurs sont mes héros pour toujours. C'est comme si j'étais né une seconde fois. Cela m'a donné une 2e chance. Je vais en profiter. C'est bien d'avoir une seconde chance. Quand on voit des images comme celle-ci, tout de suite on se dit oui, mais l'eau, ça reste quelque chose de dangereux. Une rivière, c'est pas quelque chose que l'homme peut maîtriser. Les 2 ouvriers n'oublieront jamais qu'un camion de 26 tonnes n'est rien comparé à la puissance d'une rivière déchaînée. Ça devait être la course de sa vie, ça a bien failli être la dernière pour Mauricio Tucci. Mauricio Tucci, c'est lui. Pilote du dimanche, il participe à la course amateur la plus populaire d'Argentine. La veille du départ, il organise avec ses amis une petite fête abondamment arrosée. L'un d'entre eux filme les dernières heures avant le grand jour, les heures, ils en sont sûrs, qui précèdent la victoire. Le lendemain matin, au volant de sa voiture surgonflée, Mauricio part en avant-dernière position. Son objectif, rejoindre la tête du peloton le plus vite possible. Trop vite. Pour Mauricio, l'épreuve n'aura duré que 30 secondes.
c'est une faute de pilotage parce que c'est pas spécialement à faire. Il a pris une mauvaise trajectoire et quand vous passez du goudron à l'herbe, surtout s'il a des pneus racing, vous mettez très facilement en travers et vous perdez le contrôle de la voiture. Ça peut être une raison. Je ne pensais pas qu'un accident pareil pouvait se produire. Je ne pouvais pas croire que mon copain allait frôler la mort. Mauricio a été éjecté par une fenêtre à plus de 100 km/h. Comment est-ce possible? Normalement, aujourd'hui, ce sont des images qu'on ne doit pas voir, qu'on ne peut pas voir. C'est en dépit de toutes les règles de sécurité, en dépit même du bon sens. Il y a plusieurs hypothèses. Où le pilote n'était pas suffisamment attaché de façon rigide, donc il a pu partir sur le côté. Première hypothèse. La seconde, qui est peut-être plus vraisemblable, c'est que les attaches de support du siège n'étaient pas suffisamment solides et qu'à ce moment-là, tout se soit désolidarisé. Là, il aurait pu se tuer en tombant par terre simplement. Vous avez vu aussi qu'il perd son casque à la fin, donc il aurait pu avoir une fracture du crâne. La voiture aurait pu lui retomber dessus. Enfin, quand on est pilote de course, on comprend à quel point une ceinture de sécurité, c'est fondamental. Heureusement, le pilote s'en est sorti indemne. Quelques semaines après son accident, il reprenait le départ. Quand ils m'ont montré la vidéo, j'ai réalisé que j'avais eu beaucoup de chance. Mon pied est resté coincé l'espace d'une seconde. S'il était resté coincé plus longtemps, la voiture m'aurait entraîné dans l'accident. Et justement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, rester dans la voiture, c'est ce qui peut arriver de mieux dans une situation pareille. Si l'habitacle n'est pas trop déformé, il n'y a aucun problème de faire des tonneaux. Tous les pilotes de course en ont fait beaucoup. Moi, j'en ai fait pas mal. Et ça tourne, c'est pas très agréable, mais c'est beaucoup moins dangereux que, par exemple, un choc de 3/4 face, où là, toute l'énergie cinétique va être résolue en très peu de temps, et les lésions de décélération sont beaucoup plus dangereuses qu'un tonneau. Et dans un tonneau comme ça, la chose dangereuse, c'est d'être éjecté. Heureusement, en France, les conditions de sécurité sur les rallyes sont très strictes. Double ceinture de sécurité et siège baquet sont obligatoires. Ce type d'accident ne doit normalement pas se produire. Ce jeune élan s'est enfoncé dans la boue qui le retient prisonnier depuis plusieurs heures. Heureusement, des automobilistes ont prévenu les secours. Ok, je vois quel est son problème. Son problème, c'est que la boue agit comme un ciment humide et que seul, il n'a aucune chance de s'en sortir. Les sauveteurs essaient de lui glisser un lasso autour du cou pour tenter de le hisser hors de la boue. Mais il y a un risque, ça peut l'étrangler. La pauvre bête est trop épuisée pour bouger. Les sauveteurs réalisent vite que cette solution n'est pas la bonne. Ils décident d'appeler des renforts. Il n'a plus d'énergie. Ouais, c'est ça, il est épuisé. S'il bougeait un peu, on pourrait le sortir. Ouais. On devrait voir si le département des autoroutes a des équipes pour nous aider. Heureusement, une autre équipe de secours est sur place en quelques minutes. Cette fois, ils décident d'employer les grands moyens. Ils attachent l'élan avec un câble qui le relie à une voiture. Ils comptent sur la puissance de la voiture pour le tirer hors de son trou. Mais là encore, c'est un échec. Les hommes décident alors de creuser autour de la bête avec des pelles et n'hésitent pas à y mettre les mains. Mais il faut pousser, tirer encore et surtout ne pas avoir peur de se salir. Les hommes multiplient leurs efforts et après plusieurs tentatives, c'est un succès. L'élan est enfin hors de danger. Pourtant, le sauvetage est loin d'être terminé. Il est complètement recouvert de boue. Les sauveteurs décident de lui faire prendre une petite douche avant de le ramener chez lui. Et hop, en voiture, direction la forêt. C'est avec émotion que les sauveteurs vont lui rendre sa liberté. Prends ton temps, bébé, ne te recoince pas. Allez, vas-y. Bonne chance. Ce jeune homme est un miraculé, il s'appelle Yann. Il a 17 ans, il est écossais, il a passé plusieurs heures prisonnier au fond d'une crevasse à 3750 mètres d'altitude. Août 1984, aiguille du Midi. Au sommet du Mont Blanc, des randonneurs donnent l'alerte. Ils ont vu un alpiniste disparaître dans la montagne beaucoup plus haut, sur les ponts d'eau. L'homme a fait une chute de 100 mètres dans une crevasse. Il gît au fond, sans doute inconscient. Pour l'en sortir, il faut faire vite. Là, c'est des grandes crevasses où on pourrait mettre Notre-Dame dedans, certaines, ouais, c'est immense. Ça fait 60, 70, 80 mètres de profondeur. Alors quand un mec tombe dedans, bonjour, on le retrouve 30 ans ou 40 ans après. L'alerte est donnée, les secours de la sécurité civile se mobilisent. Ils ont peu d'indices sur le lieu de la disparition. On va au glacier des pèlerins. Ils sont combien tombés dans la... Il y a un gars qui est tombé dans une crevasse. Un gars, mais on n'a pas d'autres précisions. Sans autre précision.
Dans l'hélicoptère, un pilote, un copilote et un sauveteur, Jean-François Brun. Il revoit les images pour la première fois et se souvient. Finalement, voyant deux alpinistes qui se déplacent dans la moraine, voilà, c'est ce que nous apercevons maintenant, nous nous déposons à côté d'eux afin d'avoir le maximum de renseignements. Et ces deux personnes nous disent avoir vu quelque chose tomber de l'éperon frein d'eau et avoir entendu des cris également. L'éperon frein d'eau, une vaste zone de rochers sillonnée de crevasses. Pour les sauveteurs, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce secteur, c'est un glacier qui comporte énormément de crevasses très profondes et nous survolons le secteur sans rien découvrir. Par chance, le temps est dégagé. Pendant une demi-heure, les sauveteurs vont scruter une à une toutes les aspérités de la montagne. Et en insistant un peu, nous apercevons effectivement une personne au fond d'un trou. Il est là, le mec. Ok. Yann est là, au fond d'une crevasse. Il ne sait pas que les sauveteurs sont à sa recherche. Ces heures d'angoisse dans le froid et l'obscurité, Philippe Carl, guide de haute montagne, les a vécues lui aussi. Vraiment, c'est au cœur du glacier. On tombe dans un univers complètement hostile. C'est une caverne, quoi. On est isolé du reste du monde. La première chose, c'est une peur panique. Après, il y a forcément un moment où la pression retombe. Hein, où le gars, il est au fond, il s'assoit sur son sac et là, on commence à gamberger. Gamberge, on est pris au piège. Hein. Et après, le froid endort et bon, on attend plus ou moins la fin, quoi. Mais Yann est vivant. L'hélicoptère ne peut pas se poser. Jean-François Brun va descendre à son secours le long d'un treuil. La personne qui était dans le trou, choquée, s'est certainement réveillée. Avec le bruit de l'hélicoptère, elle s'est réveillée. Nous allons voir donc ce jeune homme commencer à remonter et arrivait sous la lèvre supérieure de la crevasse qui était surplombante et risquait à tout moment de retomber dans le trou. Et là, s'il retombait, il risquait de casser le pont de neige qu'il avait réceptionné la première fois et de s'enfoncer beaucoup plus profondément, voire disparaître. Alors j'ai fait une grosse boucle au bout de la corde et j'ai joué un peu à Zorro. J'ai jeté cette corde de façon à me ceinturer et à me tenir. Je n'avais pas d'ancrage, pas de point pour m'assurer et il me tirait vers l'intérieur de la crevasse. Et j'ai vu le moment où c'est moi qui allais me rejoindre et on allait tomber tous les deux dans cette crevasse. C'est ce qu'on voit. Alors ensuite, une fois que je l'ai eu tiré avec la corde, j'ai pu lui prendre une main et lui, en s'aidant, à chevaucher la langue supérieure de la crevasse. Et là, on va le voir qui bascule de l'autre côté. Là, c'est pratiquement... Voilà, là, il est sauvé. Hein, c'est bon. Dernière étape maintenant, élitroyer Yann. Mais il est encore sous le choc et à moitié paralysé par le froid. La manœuvre est loin d'être évidente. Tu vois, on s'approche. Et là, on fait gaffe aussi parce qu'il y a toujours les chutes de pierre. On va redescendre le câble descend, il accroche comme sur un manège le pompon, il accroche, il va accrocher le blessé. Alors là, le type il remonte, il est un peu en hypothermie, il est choqué, il claque des dents parce qu'il est resté, je sais pas combien d'heures au fond de la crevasse à se geler, désespéré, sachant s'il allait être secouru ou pas secouru. Psychologiquement, c'est vachement dur. Enfin, Yann est sauvé. Il restera 48 heures en observation à l'hôpital de Chambéry, puis il rentrera chez lui en Écosse. En attendant, il n'oubliera jamais ce que Jean-François Brun a fait pour lui ce jour-là. Melbourne, en Floride, deux pilotes d'hydroglisseurs s'affrontent dans une course infernale. Lancés à plus de 150 km/h, ils poussent leur bolide au maximum. Billy est en avance, il fait le signe de la victoire, un peu trop tôt, car soudain... Il sort de l'eau, plus il va vite. Là, il est en tête. Et là, c'est trop tard. Il ne maîtrise plus rien. Ce qui lui reste à espérer, c'est de ne pas se prendre dans l'hélice. Heureusement, l'hydroglisseur n'a pas touché le pilote en retombant. Le pilote, oui, il aurait pu se prendre l'hydroglisseur sur la tête, mais il a été éjecté. Il avait peut-être même intérêt à ne pas être attaché dessus. S'il avait été attaché, il y a des fois, oui, il aurait suivi le bateau et il aurait resté dessous. Et là, il aurait pu avoir du mal, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein.
Un hydroglisseur, en fait, c'est une coque qui est toute plate. Il n'y a rigoureusement rien dessous. On pourrait la comparer à la surface du dessus, là. Donc en fait, au départ, et on le voit très bien au départ de la course, l'appareil va coller jusqu'à l'eau, jusque-là, à peu près. Donc il y a un phénomène de succion, donc il se comporte comme un bateau. Et plus il va accélérer, il va déjauger. C'est un phénomène qui existe aussi chez les bateaux, donc. Et l'avant va se soulever, et donc l'eau ne va toucher, suivant la vitesse, que le dernier mètre, voire plus du tout. Donc l'air va s'engouffrer, puis après, quand il n'y a plus rien qui touche l'eau, c'est l'accident. En général, les pilotes construisent eux-mêmes leur hydroglisseur. À cette vitesse, si le pilotage est important, la construction de l'engin est déterminante. Une erreur du pilote, mais une erreur de construction aussi, certainement l'inclinaison du moteur. Le moteur aurait dû lui faire abattre le nez avec l'inclinaison. Et là, il ne l'avait pas, là, hein. Il s'est envolé tout de suite. C'est comme sur un avion, hein, c'est pareil. Il y a l'inclinaison de l'hélice. Si on la met trop vers le haut, et ben, automatiquement, ça va faire soulever le nez. Si on la met vers le bas, ça lui fait appuyer le nez. Et attention, ça joue de 2 cm. Hein. Heureusement, le pilote a été éjecté. Les sauveteurs mettront quelques minutes avant de le retrouver dans les marécages. Il ne sera que légèrement blessé et reprendra la course quelques semaines plus tard. C'est pas le premier accident qu'il doit y avoir. Ça peut devenir dangereux comme tout sport mécanique. Du moment qu'on fait une course et qu'on met de la puissance, il y a un risque. Et ça sera toujours comme ça. En France, pas question de prendre ce type de risque. Moi, je m'en sers pour faire du tourisme, donc il est hors de question que je fasse ce genre de choses. En Floride, l'hydroglisseur n'est pas seulement un sport, il est aussi utilisé dans les réserves naturelles. En France, Rémi Clertan l'utilise, lui, pour faire des balades sur l'Adour. Et Christian Grelot, qui est ostréiculteur, s'en sert pour ramasser ses huîtres. C'est l'avantage de l'hydroglisseur d'aller où il y a très peu d'eau, ou pas du tout, même quand c'est sur de la vase. On a la commande des gaz et une commande de direction gauche-droite, et c'est tout. Un appareil qui n'a pas de frein, et c'est un appareil qui est constamment en dérapage. Pour voir que les réactions sont vraiment spéciales. Ça n'est ni un bateau, ni un avion. Moi, ça me sert dans mon travail d'ostréiculteur. Donc on utilise vraiment l'hydroglisseur pour ce qu'il est. Disons que c'est un plus, quoi. Ce n'est ni une cascade, ni une acrobatie. Ce parachutiste est en danger de mort, coincé sous un avion à 1500 mètres d'altitude. Nous sommes à bord d'un Transall de l'armée anglaise. Un escadron de parachutistes de la Royal Air Force effectue une sortie de routine. Mais cette fois, l'un des sauts a bien failli tourner au drame. À l'approche de la zone de saut, le sergent Williams donne le coup d'envoi de l'exercice. La lumière verte s'est allumée, ce qui est le signal pour commencer à lancer les parachutistes. Il n'y avait rien de particulier, alors je les ai fait sauter. Ce n'est qu'à la fin, une fois que toute la troupe était lâchée, que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Ron Mellington est suspendu entre la vie et la mort à plus de 1000 mètres d'altitude. Alors comment en est-on arrivé là et que s'est-il passé? Le sac s'est ouvert prématurément. Il s'est ouvert au moment où le parachutiste franchissait la porte. Donc, plus tôt que prévu, la partie du parachute qui a pris l'air, le vent relatif donc, du souffle des hélices, a fait gonfler une partie de ce parachute qui est venu s'accrocher sur un montant arrière de la porte. Il peut y avoir une bousculade qui a pu provoquer, en fait, le délovage d'une des sangles, et c'est ce qui explique qu'elle a pris l'air au moment où le parachutiste s'est présenté à la portière. Impossible de remonter le parachutiste, c'est trop risqué. On ne peut pas non plus poser l'appareil. Il n'est pas question de retourner se poser parce que l'avion, en touchant le sol, bien sûr, le parachutiste étant beaucoup plus bas que le niveau des roues, va se faire traîner, va se faire brûler par le frottement, bien sûr, car l'avion ne peut pas arrêter en 50 mètres, malgré que ce soit des avions qui se posent très courts, mais il risque d'être fortement blessé. La solution, elle est tout d'abord de fixer le parachute de secours destiné à remplacer celui qui est mal ouvert, et ensuite de sectionner la partie ou la sangle ou l'ergot qui retient le parachutiste à l'avion. Puisqu'ils vont couper là, donc ils accrochent en dessous, ils coupent au-dessus, à ce moment-là, le parachutiste peut partir sans problème. Pour le parachutiste, là, il faut faire confiance à ses largueurs. Là, il est sauvé par ses largueurs, bien sûr. Honnêtement, c'est à ce moment que j'ai réalisé ce qui s'était passé. J'ai alors eu le temps de m'asseoir et de penser à ce que nous venions de réussir et ce qui restait encore à venir.
Je gardais les doigts croisés en espérant que tout se termine bien. Le parachute de secours quitta l'avion avec au bout Millington. Quel soulagement quand j'ai vu le parachute s'ouvrir. Je me rappelle avoir dit, enfin j'ai crié « Yes !» Ron Millington se posera finalement au sol sans difficulté. En tout et pour tout, son aventure aura duré 2 minutes 30. Non, ce n'est pas du badminton, ni du tennis, ni du handball. C'est un nouveau sport et ça s'appelle le skyball. Le but, vous l'aurez compris, jouer à la balle mais à 4000 mètres d'altitude. L'un des parachutistes filme tous les matchs à l'aide d'une caméra placée sur son casque. C'est vraiment cool parce que ces mecs sont là-haut. Ils ont appris à voler si bien avec cette balle qu'ils peuvent tout simplement s'envoler, l'attraper et la passer à l'autre type. Ils plongent les uns sur les autres et ça devient une vraie mêlée dans le ciel. Ce nouveau sport a été inventé par un parachutiste en mal de sensations fortes. Il cherchait ce qui pouvait rendre la chute libre plus excitante et il a trouvé. Les règles du skyball ne sont pas très précises. L'objectif est simple, piquer la balle aux autres joueurs. Et à 4000 mètres d'altitude et à 120 km/h, c'est loin d'être évident. D'autant que le terrain est immense. La balle a été conçue pour tomber à la même vitesse que les parachutistes. Elle est lestée avec du plomb, mais attention, ça peut faire mal. Malheureusement, le jeu ne peut durer qu'une quarantaine de secondes, le temps de la chute libre. La difficulté alors, ne pas se laisser distraire par le jeu, être vigilant et ne pas oublier d'ouvrir les parachutes à temps. Dès l'ouverture, le jeu s'arrête. Le gagnant est celui qui atterrit avec la balle. Chine, province de Shanghai, sur les rives du fleuve Tientangkiang. Venus de toute la région pour assister à un phénomène naturel hors du commun, des hommes sont happés par une vague d'une puissance exceptionnelle qui les précipite dans le fleuve. Le courant, très violent, les tire vers le fond. Les deux hommes se débattent. Comment vont-ils s'en sortir? Pourtant, ce devait être un jour de fête. 140 000 personnes se sont réunies ce jour-là dans l'estuaire du fleuve. Tous sont venus voir le mascaret, un phénomène naturel qui tous les ans se produit à cet endroit précis. Cette année-là, on a annoncé qu'il serait exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'un mascaret? Alors le mascaret, en fait, c'est une grande vague, une grosse vague, qui se propage dans un estuaire, avec une amplitude qui peut avoir une hauteur de quelques dizaines de centimètres à plusieurs mètres, comme c'est ici. L'attente dure plusieurs heures. Enfin, l'eau commence à s'agiter. Venu de la mer, le mascaret arrive. Il est beaucoup plus puissant que prévu. Effrayés par son ampleur et sa vitesse, près de 40 km/h, les spectateurs tentent de s'enfuir. Tout aurait dû se dérouler normalement. Mais venu du fond de l'océan, la vague de mascaret, en entrant dans l'estuaire, rencontre un obstacle apparemment anodin, une toute petite île. Cette île double la puissance du phénomène. Là, vous avez donc le fleuve qui s'écoule vers la mer et l'onde de marée qui arrive et va rencontrer une île et se séparer en deux du fait de l'île. Et ensuite, donc, on a deux phénomènes. On a un double mascaret, finalement. Le premier front du mascaret arrive et s'écrase contre la côte, contre le quai. Et le deuxième front va arriver ensuite et va amplifier le phénomène, doubler quasiment l'amplitude du phénomène. Alors c'est ce qu'on voit en fait, le premier front arrive, les spectateurs sont surpris donc ils fuient du fait de l'intensité du phénomène ce jour-là. Et le deuxième front va arriver ensuite et va recouvrir et entraîner certains spectateurs. Mais si le spectacle du mascaret a failli ce jour-là tourner à la catastrophe, paradoxalement, ce n'est pas dans la mer mais dans le ciel que se trouve l'explication. Car à ce moment-là, le soleil, la lune et la terre étaient alignés, ce qui a provoqué automatiquement une très grande marée. La mer remonte donc très violemment dans l'estuaire. À ces deux éléments déjà très importants, l'île et la conjoncture astrale, se sont ajoutés en plus des vents très violents, et ça n'était pas prévu. Là, il y a en plus un autre effet qui est certainement lié aux effets météo. Le vent aura poussé davantage les masses d'eau le long de la côte et donc amplifié globalement le phénomène. Engloutis par la vague, ballottés par le courant, les victimes seront finalement tirées hors de l'eau avec les moyens du bord, des branches de bambou. Par miracle, tout le monde est sorti indemne de ce dramatique accident.
Mais tous se rappelleront que face au déchaînement de la nature, nous sommes bien peu de choses et qu'il vaut mieux rester prudent. Là, c'est un phénomène spectaculaire, mais vous avez des phénomènes équivalents sur les côtes bretonnes. Moins dramatiques peut-être, mais ça se produit le long de nombreuses côtes du monde entier. Mais si en France, ce phénomène ne prend jamais une telle ampleur, ce jour-là, en Chine, il s'en est fallu de peu pour que le mascaret tourne à la catastrophe. Que faire quand on a, en plein milieu de son champ, un vieux silo à grains, une grosse tour qui gâche le paysage? S'en débarrasser, bien sûr. Mais il est des jours où tout ce que vous faites se retourne contre vous. La famille Frazier va en faire la douloureuse expérience. Nous sommes au cœur de l'Amérique profonde, chez des fermiers, les Frazier. Au milieu de leur champ trône un silo de briques vieux de 60 ans. Il ne sert plus à rien et il les encombre. Les Frazier décident de l'abattre, tous les voisins sont là pour assister au spectacle. Presque tous les membres de notre famille étaient là. Des voisins et des amis étaient aussi venus voir le silo tomber. C'était un événement historique dans la région. Mon beau-frère a pris sa caméra. Il voulait que l'on puisse garder un souvenir de ces vieilles choses qui disparaissent. Mais le beau-frère de Diane Frazier ne s'attendait pas à filmer autre chose qu'un silo qui s'écroule. Diane assiste de loin à l'opération. Son mari et ses amis font une première tentative pour renverser cette tour de 17 mètres de haut. Apparemment aucun danger, les frères Frazier ont calculé leur coût. Ils ont cassé une brique sur deux afin de faire glisser des chaînes dans les interstices. Puis ils ont accroché les chaînes à un câble, lui-même relié à l'arrière du bulldozer que conduisait mon mari. Ils ont tiré à angle droit et le câble a cédé. Mais il en faut plus pour les décourager. Ils essaient une seconde fois. Alors, ils ont rattaché le câble et essayé de tirer d'un autre angle. Mais le câble a encore lâché. Et le silo s'est mis à pencher comme la tour de Pise. C'est à ce moment-là que mon beau-père a eu l'idée, puisque le silo penchait déjà, de prendre le bulldozer et de donner un grand coup à la base pour qu'il se renverse. Le mari de Diane conduit le bulldozer. En une fraction de seconde, il va comprendre son erreur. Il amorce une marche arrière, mais il est trop tard. Stan n'avait pas prévu que le silo s'effondrerait dans cette direction. Oh mon Dieu, j'ai 2 enfants en bas âge et plus de mari. Je pensais qu'il était mort. Il n'y avait plus aucun espoir. Tout ce qui restait était un grand tas de gravailles plein de fumée. Et lui n'était plus là. Consterné par la scène, personne ne bouge. Quand tout à coup, Stan surgit des gravats. Sa femme se précipite, il est indemne, mais il revient de loin. J'ai couru vers mon mari et au dernier moment, j'ai réalisé que j'avais laissé mon petit garçon dans la voiture. Alors je suis retournée le chercher en courant à toute vitesse et il m'a regardé avec ses grands yeux en disant « Est-ce que mon papa est mort ?» Et j'ai pu lui dire « Non, papa n'est pas mort, papa va bien. » J'ai réalisé ce qui aurait pu se passer au moment où ils ont couru vers moi. En fait, Stan a bénéficié d'une aide inattendue qui a retenu les briques. Il y avait un arbre dans le silo. C'est ce qui a aidé à ralentir la chute. Mais si Stan s'en est sorti, ce n'est pas seulement grâce à un arbre. Diane, elle, en est convaincue. Je sais seulement que je remercie Dieu chaque jour. Il est mon meilleur ami au monde. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais perdu mon mari. Le 22 juillet 1991, l'Alouette 3 de la sécurité civile se crache sur un piton rocheux en plein maquis. À son bord, 5 personnes, 550 litres de kérosène. Ce jour-là, les feux de forêt ravagent le nord d'Ajaccio. Jean Dominois, pilote d'hélicoptère, et Alain Musquin, mécanicien sauveteur, transportent 3 pompiers. Leur mission, guider le balai des Canadair qui tentent d'éteindre les incendies. Mais l'opération tourne à la catastrophe. Pour sortir l'hélicoptère de la fumée, le pilote donne un coup de manche et percute la paroi rocheuse. La machine devient incontrôlable, c'est le crash. 6 ans après, pour plein les yeux, Jean Dominois accepte de retourner sur les lieux de son crash. Voilà. Voilà le rocher où je me suis empalé. Voilà.
C'est celui-ci, là, plein travers. L'hélicoptère de la sécurité civile dépose l'ancien pilote sur le piton rocheux qui lui a sauvé la vie. Cet été 91, les conditions de vol et de travail pour Jean Dominois étaient très difficiles. La garrigue brûlait. Voilà les conditions de vol de Jean Dominois le jour du crash. C'est-à-dire qu'il était dans cette situation-là. Il y avait de la fumée, beaucoup de flammes, du vent tourbillonnaire. Et le peu où il a reculé, et c'est ce qui a provoqué son crash. Instant d'émotion, Jean Dominois retrouve le lieu exact de l'accident. Il se souvient, le feu dans la vallée, le balai des Canadaires et la fumée aveuglante. Pour s'en dégager, il fait machine arrière et heurte les rochers. J'ai heurté du rotor de queue. Le rotor s'est cassé, bien entendu, et je suis parti pour prendre de la vitesse dans le ravin. Et à ce moment-là, l'hélicoptère est parti en rotation sur la gauche. Au moment où l'appareil était à vitesse nulle, il s'est enfoncé. À ce moment-là, simultanément, j'ai remis l'assiette à plat et j'ai mis de la puissance de façon à amortir le choc sur le rocher. C'est une situation d'urgence et il faut que cette situation d'urgence s'arrête rapidement. Donc c'était le premier caillou où il pouvait se poser à peu près en sécurité, où il pouvait sauver du monde. Pour sortir de l'appareil, je me suis laissé donc glisser verticalement comme une poire mûre et je suis tombé 5-6 mètres plus bas. Lorsque je suis arrivé en bas, j'ai relevé la tête et j'ai aperçu cet oiseau décharné à ma verticale avec l'essuie-glace qui s'est mis à fonctionner au point d'impact. Il fonctionnait dans le vide et je me suis rendu compte que ma position était particulièrement dangereuse parce que l'hélicoptère risquait de me verser dessus. J'ai donc rampé sur une trentaine de mètres pour me mettre à l'abri sous un rocher. Je pense qu'à ce moment-là, il dit « Comment j'ai fait pour aller poser la machine à l'endroit où elle est ?» Et il doit dire « C'est vraiment extraordinaire. » Lorsqu'on vient de se cracher, qu'on est dans le maquis, qu'on rampe et qu'on aperçoit ses camarades, c'est un sentiment de soulagement, de satisfaction. On ne pense plus à sa douleur, si vous voulez. On est content de ne pas avoir été tué sur le choc et on est heureux. On est heureux. Ce jour-là, Alain Musquin faisait équipe avec Jean Dominois dans l'Alouette 3. Pour la première fois, il retourne sur les lieux de sa plus grande frayeur. Quand j'ai vu qu'on percutait la planète, j'ai cru que c'était fini. Je pense que j'ai crié « on va mourir ». J'ai pensé à ma famille, mais enfin, on pense à beaucoup de choses. J'ai refait ma vie. Des gens qui disent « on va mourir », qui disaient non. Il y en a, on a entendu des injures, un peu de tout, quoi. C'est un brouhaha complet. On voit monsieur Dominois ici. J'ai réussi à sortir, vous voyez, par ce trou-là. Et je suis ressorti, après avoir eu les camarades qui étaient ici, je suis parti au-dessus. J'avais pas de chaussures, j'avais quitté ma chaussure, j'étais pieds nus, pieds droits. J'ai mis ma chaussette autour de ma plaie et je marchais dans les... Mais je crois qu'on a des ailes dans ce cas-là. C'est hyper rare que les gens s'en sortent. Parce que vu aussi l'état de la machine, il est certain que les occupants de la machine ont très peu de chances de survie. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, je suis quand même fier de moi parce que bon, j'ai peut-être fait une erreur en touchant ce rocher, mais je dois dire que j'ai quand même sauvé la vie de 5 personnes. Voilà. Les vagues ont rejeté sur la plage ce hors-bord qui a fait naufrage au large. Les propriétaires du bateau ont réussi à gagner le rivage et ont prévenu les secours, car quelqu'un reste coincé dans la coque. La marée monte et il ne peut plus respirer que par une mince ouverture où l'air passe encore. Les secours mettent en place le plan de sauvetage. Il faut faire vite. Les sauveteurs vont d'abord tenter de remorquer le bateau. Malheureusement, il est ensablé et leurs efforts sont vains. Mais chaque minute compte. Dans l'urgence, Eric Sturm va tenter de casser la coque en fibre de verre avec une pelle. Mais cette tentative échoue également. Finalement, il réussit à arracher un hublot et glisse aussitôt sa main dans l'ouverture. Apparemment, la victime respire encore. Entre-temps, les pompiers sont arrivés avec une scie circulaire. Ils découpent la coque du bateau qui cède enfin. Après 1 heure d'effort, le naufragé peut enfin sortir de là.
My dad. Allie, okay, come here. Come here. Come here. Enfin, après plus de 6 heures de recherche et après avoir mis à nu tout le réseau de canalisation du quartier, Ali sort du tuyau, il est sauvé. « 26 novembre 1997, un Boeing 707 cargo en provenance de Londres est en difficulté au-dessus de l'aéroport d'Ostende en Belgique. À bord, 8 membres d'équipage. Au sol, les secours sont prêts. Il doit se poser en catastrophe. La roue avant du train d'atterrissage est bloquée. Atterrir avec un train rentré est assez exceptionnel. Les uns après les autres, les systèmes de secours ont échoué. Seule solution, se poser sur le ventre. Mais les risques sont nombreux. Les réservoirs sont presque pleins, le choc peut faire exploser l'appareil. Effectivement, peu après le contact avec le sol, des étincelles jaillissent et le feu se déclare dans l'un des moteurs gauche. Le pilote approche à une vitesse très faible, retarde le toucher de la roulette le plus tard possible, touche dans une zone recouverte de neige carbonique et ce n'est qu'après cette zone qu'on voit effectivement apparaître des flammes ou des étincelles sous le fuselage. Début d'incendie qui devra être circonscrit par les véhicules de sécurité dès que l'avion sera immobile. 1 heure avant le crash, les alarmes de l'appareil avaient déjà signalé une double défaillance à bord. Dès cet instant, le pilote savait qu'il allait devoir se poser en urgence. Le problème est apparu dès le décollage de l'aéroport de Stansted en Angleterre. Certaines connexions hydrauliques de la roue ont sauté et nous savions qu'elle ne descendrait pas de son logement, quoi que nous tenterions de faire. Les pompiers recouvrent de neige carbonique 300 mètres de piste. Le but, éviter les étincelles, mais ce ne sera pas suffisant. Il y a peu d'aéroports en Europe capables de pouvoir recouvrir entièrement une piste d'atterrissage de manière à recevoir un avion sur la totalité de sa longueur. Ce qui explique que dans le cas qui nous intéresse, seule une faible longueur de piste a été recouverte. Les pompiers parviendront quand même à maîtriser l'incendie. Grâce à l'habileté du pilote, l'avion sera finalement peu endommagé. Quant aux 8 membres d'équipage, ils sont tous sains et saufs et en seront quittes pour la peur. Nous avons su que nous étions sauvés que quand nous avons touché le sol. Ça a été un moment émotionnellement très fort. Dans le cas d'un problème de train principal, gauche ou droit, le pilote aura beaucoup plus de difficultés à gérer l'atterrissage, à maintenir l'avion sur la piste et à freiner son avion pour l'arrêter dans les limites. C'est ce qui s'est pourtant passé 20 jours plus tôt sur l'aéroport de Londres. C'était le 6 novembre dernier. Il s'agissait cette fois du vol Atlantique 204 en provenance de Los Angeles. Le train principal gauche est bloqué. Mais là, à bord, il y a 114 passagers terrorisés. Le commandant déclenche la procédure d'urgence. L'énergie développée par la roue qui est sortie est telle que l'on arrive très rapidement à un échauffement maximum des freins
ainsi qu'à de l'apparition de flammes sur la roue qui freine. Là aussi, l'incendie sera maîtrisé. Les 114 passagers sauvés in extremis. Les Anglais ont salué l'exploit en surnommant le commandant Barnby Captain Fantastic. Richard Probert et sa femme Becky ont attendu des années avant de pouvoir s'offrir cet hydravion. Puis le grand jour est arrivé, premier vol au-dessus de l'île Catalina, mais soudain, l'hydravion perd de l'altitude à quelques mètres d'une plage bondée. Richard a senti venir l'accident, mais il n'a rien pu faire. Quand j'ai commencé ma descente, je me demandais si je m'en sortirais vivant. Mais je n'imaginais pas un seul instant que l'appareil allait se retourner. Tout ce qui m'importait, c'était de réussir à le poser sur l'eau sans le casser en deux. Ce qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là, je pensais que j'allais mourir parce qu'il m'a dit « tu ferais bien t'accrocher, ça va faire mal ». En plein amérissage, l'hydravion se retourne et commence à couler. Richard et Becky sont prisonniers à l'intérieur. Heureusement, l'accident a été vu de la côte. Les secours se précipitent. J'ai détaché la ceinture de sécurité de ma femme et je l'ai poussée vers la queue de l'appareil où il y avait une poche d'air. Nous avons pris une grosse bouffée d'oxygène, puis nous avons ouvert la porte de la cabine et sauté à la mer. Cet avion, c'était pour Richard le moyen de continuer le rêve de son père qui dirigeait une petite compagnie d'aviation. Alors malgré la fortune engloutie par les flots, il a décidé de s'offrir un nouvel avion. Mais celui-là, c'est un professionnel qui le pilotera. Mon but était d'acheter un grand hydravion. J'en voulais un car c'était très amusant à piloter, c'est un avion de pilote. Alors j'en ai eu un et le vol de test ne s'est pas très bien passé. Et ça fait que je n'ai pas pu continuer à le piloter moi-même. Je risquais de le crasher aussi. Mais si le pilotage pour Richard s'est terminé, le rêve continue. Jeffrey s'amusait à marcher sur ce lac gelé, mais la glace a cédé. Depuis une demi-heure, l'adolescent lutte contre le froid et là, il est prêt à abandonner. Mais l'officier Velde Jones, qui dirige le sauvetage, a la ferme intention de l'en empêcher. Tous les sauveteurs de la petite ville de Yawata sont présents. Jeffrey est à bout de force, il faut faire vite. Le pompier essaie de pousser un tuyau jusqu'à lui pour qu'il s'y accroche, mais il n'y arrive pas. La glace cède de plus en plus sous le poids des pompiers. S'il était allé sous l'eau, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas combien d'autres personnes l'auraient fait. Mais moi, je sais ce que je ressentais. Je me serais jetée à l'eau et on l'aurait cherché. Enfin, les pompiers trouvent la solution, un canot brise-glace qui leur permet d'atteindre le milieu du lac. La fin du cauchemar est proche pour Jeffrey, il va être sauvé. Quand on voyait le bateau de secours traverser le lac, on avait envie de dire « dépêchez-vous ». Et je me disais qu'il pouvait couler à n'importe quel moment. Et est-ce qu'il allait tenir jusqu'à l'arrivée du bateau? Il y a eu beaucoup d'applaudissements. C'était un sentiment fantastique quand ils l'ont attrapé et l'ont hissé sur le bateau. Je crois que c'est le genre d'histoire que les gens aiment voir quand ça finit bien. Je ne voulais pas voir ce garçon couler, ni le voir à la une du journal du soir. Mais si les journalistes ont vu Jeffrey et l'officier Jones à la une ce soir-là, ce fut pour saluer leur courage. Ce petit garçon de 3 ans a été trop curieux. Il s'appelle Marcus Furman. Il jouait au bord de la piscine de ses grands-parents et a voulu se glisser dans le skimmer, l'endroit où se trouve le filtre. Seulement voilà, il s'est retrouvé coincé. Ses genoux s'y sont glissés dans un sens, mais dans l'autre, ça ne passe plus. Les grands-parents de Marcus ont aussitôt prévenu les pompiers qui sont venus avec un médecin. Un caméraman de la télévision locale les a suivis. Malgré sa position inconfortable, le petit Marcus finit par s'endormir. Tout d'abord, on a essayé de le libérer avec de l'eau et du savon, mais le savon n'était pas un lubrifiant suffisamment efficace pour le décoincer. Le problème, c'est que les marteaux ne suffisent pas non plus à faire céder le mur de la piscine. Les pompiers vont donc avoir recours à des appareils beaucoup plus impressionnants pour le petit Marcus qui, malgré son calme et son courage, finit quand même par avoir un peu peur.
Malheureusement, le béton ne cède pas. Mais Marcus a une patience d'ange. Comme il fait chaud, sa grand-mère l'asperge avec de l'eau et évidemment, elle ne le quitte pas une seule seconde. Quant aux pompiers, ils sont extrêmement gentils avec lui et lui expliquent tout ce qu'ils font. D'ailleurs, comme tous les petits garçons, et malgré la situation, Marcus est fasciné par les pompiers. C'est un enfant très fort, très courageux, extraordinaire. Et il savait qu'il avait besoin d'aide pour s'en sortir. Donc il était prêt à coopérer avec nous pour que ça marche. Enfin, après presque 3 heures, Marcus est libéré. Il se précipite dans les bras de sa grand-mère. Il est vrai que malgré sa grosse bêtise, il a mérité un très gros câlin. Il n'aura aucune séquelle de sa curieuse mésaventure, mais il ne tentera sûrement plus jamais de se glisser dans un skimmer de piscine. Le Colorado, un endroit rêvé pour faire de l'ULM. À 3600 mètres d'altitude, Dan Murphy peut contempler les montagnes rocheuses. Il savoure le paysage. Cette balade, il voulait la faire depuis longtemps. Et comme il maîtrise bien sa machine, il se lance et effectue quelques loopings. Au sol, ses amis admirent et filment ses évolutions. Puis soudain, en plein looping, l'un des supports de l'aile se brise. Les amis de Dan retiennent leur souffle. Si tout va bien, il ne devrait pas tarder à ouvrir son parachute. Le parachute sort, mais la sangle se prend dans une aile. L'ULM poursuit sa chute. Dan peut encore ouvrir son parachute ventral. C'est sa dernière chance. Dan parvient à l'ouvrir, mais la vitesse de rotation est telle que la voile se coince et s'enroule entre l'aile et la structure. Cette fois, plus rien ne peut retenir la chute vertigineuse de Dan. L'ULM tombe de plus en plus vite et dépasse le sommet des falaises. Dan est entraîné dans ce tourbillon infernal. Il semble perdu. Enfin, l'ULM disparaît dans la forêt. À cet instant, tous les amis de Dan le croient mort. Ça a vraiment été un miracle. Il était en plein milieu d'un looping et l'un des câbles a cassé. C'est là qu'on voit l'aile qui se brise. Et c'est sur l'autre aile que tout repose à présent. Dan fait alors ce que l'on appelle une rotation. Il descend en autorotation comme un hélicoptère. Le problème, c'est qu'il va tellement vite qu'il n'arrive pas à se libérer du harnais de son delta. Il parvient malgré tout à ouvrir son parachute, mais au moment même où il s'ouvre, il se prend dans les ailes. À ce moment-là, à force de tournoyer, Dan a perdu connaissance. Vous le voyez, son corps n'est plus qu'un pantin désarticulé. Par chance, Dan a atterri sur un épais manteau d'arbres qui a amorti sa chute. On pouvait s'attendre au pire. Il s'en tirera avec seulement quelques blessures, mais il aura eu la peur de sa vie. Puzzano, dans la campagne italienne. Doran Gottschen est en danger de mort. Sous les yeux de témoins impuissants, son deltaplane est venu se prendre dans une ligne à haute tension. Suspendu à plus de 50 mètres du sol, menacé par le courant électrique, il ne parvient pas à se dégager. Son aile puis ses vêtements s'embrasent. Doran tente désespérément de les enlever. Même s'ils sont rares, ces accidents menacent tous les amateurs de vol libre, car les lignes à haute tension, bien visibles depuis le sol, sont très difficilement repérables depuis le ciel. Bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas vu le poteau, on n'a pas vu la ligne électrique. Dans le cas présent, je pense qu'il a dû voir, puisque le poteau est énorme, il a dû surestimer un peu sa facilité de passer au-dessus, largement au-dessus. Une erreur d'appréciation qui coûte très cher à Doran Gottschen. Terrorisé, il est à chaque instant menacé d'électrocution et risque de très graves brûlures. Mais pourquoi les vêtements de Doran se sont-ils enflammés? L'envergure de l'ULM fait qu'il a touché 2 câbles. Il y a eu un court-circuit qui a mis le feu à la structure. Et donc, les parties de l'aile et la combinaison du pilote continuent de brûler. Un autre pilote de deltaplane, Salvatore Ciatco, décide de porter secours à son ami. Il se lance à l'assaut du pylône. Il ne sait pas que c'est strictement interdit et que cette initiative héroïque risque de lui coûter la vie.
Sous aucun prétexte, pour porter secours à la victime, il ne faut monter au pylône. C'est interdit. Il y a des plaques danger de mort. La personne qui monte ne sait pas si la ligne, il y a du courant qui passe, donc il ne doit sous aucun prétexte monter au pylône. Salvatore Ciatco est très vite rejoint par 2 autres sauveteurs improvisés. Au péril de leur vie, ils vont tenter d'enrouler des cordes autour de Doran Gottschen pour lui éviter une chute vertigineuse. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé, ce genre d'accident, même à 2 reprises. Donc, je suis un trompe-la-mort. Moi, j'ai percuté une ligne haute tension. J'ai poussé les 3 câbles les uns sur les autres. Ils ont fondu, se sont coupés. Et je me suis retrouvé au sol après une chute de 20 mètres, quoi. Pour Alain Arnoux, comme pour le pilote italien, le pire a été évité. Les pompiers ont pu évacuer Doran Gottschen et les 3 sauveteurs avec une grue. Doran s'en tire avec un bras cassé, quelques brûlures. Par chance, il a échappé au choc électrique mortel. Mais les lignes à haute tension représentent un réel danger pour les pilotes. Amateurs de vol libre, associations et fédérations sportives font pression auprès de l'EDF pour que les lignes soient enterrées dans le sol. Leur but, évidemment, plus jamais ça. Mais est-ce vraiment réalisable? Pour enterrer les lignes, les petites lignes, je réponds c'est possible. On le voit, on le fait. On enterre quand même 5000 km de lignes par an. Mais pour les grosses lignes, les lignes à haute tension, c'est des problèmes techniques qui limitent l'enfouissement des lignes. Et puis également, un problème de coût. Sur les 1 800 000 km de lignes électriques du réseau français, 100 000 km ne pourront jamais être enterrés. Les pilotes devront donc toujours rester très vigilants. Lisa Costello est plongeuse professionnelle depuis plus de 30 ans. Pourtant, elle n'est pas prête d'oublier sa rencontre avec un cachalot de 10 mètres qui a failli tourner au cauchemar. Il lui a attrapé la jambe et l'a entraîné vers le fond. Ce jour-là, Lisa et l'un de ses amis photographes se promenaient au large des côtes d'Hawaï quand ils ont aperçu au loin un banc de cachalots. Lisa, qui connaît bien les mammifères marins, s'est aussitôt jetée à l'eau pour les approcher de plus près. Les cachalots sont a priori inoffensifs. Pourtant, regardez bien ce qui va se passer. Un énorme mâle commence à tourner autour de Lisa. Soudain, il lui attrape la jambe et l'entraîne avec lui au fond de l'eau. Lisa n'a pas d'oxygène, elle est en apnée, pourtant elle ne cède pas à la panique. Elle connaît bien les cachalots et leur fait confiance, c'est sans doute ce qui l'a sauvée. Moi, je crois qu'il était tout simplement curieux et qu'il voulait me voir de plus près. Il voulait peut-être jouer, puis il s'est rendu compte que moi, je ne pouvais pas jouer. Je ne me souviens pas trop. Je lui faisais des caresses, puis j'ai commencé à lui masser les nageoires, et c'était tellement génial. Sa peau était tellement douce et c'était tellement merveilleux. Émerveillée, Lisa n'a pas senti venir le danger. En fait, elle a sans doute dérangé le cachalot. J'ai été mordue par le cachalot. Mordillée plutôt. Donc j'ai essayé de nager dans l'autre sens. Je ne pensais pas qu'il voulait me faire du mal, mais j'étais complètement déboussolée. Avant d'être entraînée sous l'eau, Lisa a tout juste le temps de reprendre son souffle. Puis il a tourné sur lui-même, a attrapé la cheville droite et m'a emportée directement au fond de l'eau. Lisa est complètement prise au piège. Le cachalot ne la lâche plus. Au contraire, plus elle se débat, plus il semble la retenir. À bout de souffle, elle est persuadée que sa dernière heure est arrivée. J'ai regardé au-dessus. J'étais à environ 15 mètres de profondeur. Cela fait une trentaine d'années que je plonge et je me suis rendu compte que je n'allais pas m'en sortir. Je n'avais pas assez d'air dans mes poumons, donc j'ai commencé à me noyer. Oui, j'étais vraiment en train de me noyer. Au début, j'ai eu peur, je me disais « capitule, ok, c'est normal ». Pour moi, c'était un bon endroit pour mourir. Puis j'ai commencé à penser à mon fils et là, j'ai décidé de lutter. Non, je n'allais pas mourir. Mon heure n'était pas encore arrivée. Seule et prise au piège, Lisa n'a plus qu'un moyen pour s'en sortir, la séduction. Et ça marche. Je lui ai caressé doucement les yeux. Je ne savais pas qu'il était en train de me remonter. Les derniers mètres, il m'a propulsé de tout son corps à la surface de l'eau. Et c'est juste mon sentiment, mais je pense qu'il a dû sentir que j'allais mourir. Et qu'il fallait qu'il se dépêche pour me remonter. Je pense qu'il a fait ça parce que je n'en avais plus que pour 1 ou 2 secondes. Sinon, je serais morte. Enfin, c'est la délivrance. Légèrement blessée, Lisa parviendra quand même à nager jusqu'au bateau. Bien qu'elle soit convaincue que le cachalot ne lui voulait aucun mal, elle s'est fait une promesse. Je ne le referai plus jamais, plus jamais. Un jeune cachalot pygmée s'est échoué sur une plage du New Jersey.
Il est entre la vie et la mort. Le surfeur qui l'a trouvé appelle les secours. Vacanciers et vétérinaires vont tout mettre en œuvre pour le sauver. Il est immédiatement transporté dans un centre marin où une équipe se mobilise pour lui. Avant tout, on le baptise, ce sera Inky. Puis, pendant des heures, on l'ausculte pour découvrir ce dont il souffre. Enfin, le diagnostic est fait. Inky a avalé des sacs plastiques et c'est très grave. On va avoir deux effets. On va d'abord avoir un effet toxique lié à la matière même du sac plastique. Et le deuxième effet, c'est un effet d'obstruction du transit intestinal. Alors, comment sauver Inky? Lorsque c'est tout récent et que c'est des petits corps étrangers, on peut essayer de faire vomir l'animal. La deuxième solution, c'est d'aller directement avec un endoscope, muni d'une pince, comme on voit ici, et d'aller retirer mécaniquement les objets. Grâce à la petite caméra, le vétérinaire peut visualiser précisément ce qui se passe dans l'estomac d'Inky sur un écran de contrôle et extrait un à un les morceaux de plastique. Mais le temps presse et Inky ne peut pas rester longtemps hors de l'eau. Les principaux problèmes, c'est d'une part la déshydratation, parce qu'il est hors du milieu aquatique, et d'autre part, l'animal n'est plus soutenu dans l'eau, et sa cage thoracique peut s'affaisser, donc il faut faire au plus vite pour le replacer tout de suite dans un bassin en fait. Il faudra 6 semaines pour vider entièrement l'estomac d'Inky, 6 semaines d'aller et retour entre le bassin et la table d'opération. Puis Inky se rétablira vite, petit à petit il recommencera à manger, enfin l'équipe le raccompagnera jusqu'à la mer, le cœur un peu serré. Pour pouvoir le surveiller, pendant quelques jours, on lui posera une balise émettrice sur le dos. Inky disparaît dans les eaux bleues, sauvé. Mais un événement similaire peut se terminer tragiquement, comme ce fut le cas sur les côtes françaises. On a déjà observé effectivement un cas de cachalot pygmée, échoué mort par contre là, mais il avait effectivement aussi ingéré des sacs plastiques. Tous ces détritus ont été retrouvés chez le même animal, dans son estomac. Pour limiter la quantité de détritus qu'on retrouve en mer, ça passe avant tout par l'éducation des gens, à savoir éviter de laisser des détritus sur les plages, de demander aux gens qui naviguent de ne pas vider leurs poubelles par-dessus bord. Dans certains pays, éviter de construire des décharges qui sont trop près de la côte. Un sac plastique met à peu près 100 ans avant d'être biodégradé complètement. Une bouteille plastique peut mettre 500 ans. Donc c'est des détritus qui vont se retrouver longtemps en mer et qui vont provoquer des problèmes dans la faune. Inky, lui, a eu de la chance. Il vit heureux dans les mers du Sud. Juste avant l'inauguration d'un pont, 3 hommes sont chargés de l'examiner dans ses moindres détails. Une inspection de routine qui a tourné au cauchemar. Pour observer le dessous du pont, les hommes ont pris place dans une nacelle dirigée par une grue. Mais la nacelle s'est renversée et les 3 hommes sont en danger de mort. Suspendus au-dessus du vide, la tête à l'envers, ils s'accrochent comme ils peuvent à la nacelle. Mais que s'est-il passé exactement ? Alors là, c'est la situation normale dans laquelle nous devons travailler. Et là, c'est la situation critique dans laquelle ils sont. Sur la nacelle américaine, c'est cette pièce qui est lâchée. Une simple pièce qui casse et un résultat terrifiant. Coincés, impuissants, les 3 hommes n'osent pas bouger. Ils sont à environ 35 ou 40 mètres de l'eau. Une chute, même dans un milieu liquide de 40 mètres, c'est clair que ça risque de créer quelques désordres corporels. Mais pourquoi cette équipe de vérification s'est-elle retrouvée dans une situation aussi dramatique ? Les gens sont dans cette nacelle uniquement pour inspecter le dessous de l'ouvrage, vérifier en fait le bon état de conservation de cet ouvrage. Donc c'est des inspections qui sont nécessaires, bien entendu, pour la sécurité des gens. C'est paradoxal, avec un engin dont la mission est d'assurer la sécurité, de se trouver dans une situation contraire à la sécurité. Pour les secourir, il faut faire vite. Les sauveteurs ont le choix entre 2 solutions. Nous avons établi une stratégie. Soit ramener les victimes sur le pont, soit les descendre jusqu'à l'eau où nous les attendions avec 2 bateaux de pompiers. Mais les cordes de sauvetage sont trop courtes pour descendre jusqu'à l'eau. La décision est prise, ils seront hissés. Nous avons décidé d'effectuer quelques essais avant d'y aller. Il fallait être sûr de notre plan. Finalement, on s'est dit que puisque j'avais récemment eu un cours intensif de sauvetage, je serais le seul à rejoindre les victimes. Une fois sur la nacelle, le sauveteur doit agir dans un espace réduit qui interdit toute fausse manœuvre. Un sauvetage au millimètre donc, il n'y a de place que pour la précision et la perfection. Après les avoir équipés d'un harnais de sécurité, on remontera finalement les 3 membres de l'équipe. Mais les incidents de grue comme celui-là sont-ils fréquents ? C'est hyper rare, d'autant plus que ce sont des appareils qui sont excessivement contrôlés, qui sont contrôlés tous les 6 mois de toute façon, et qui sont contrôlés après toute anomalie, toute remise en service, toute réparation importante. L'opération de sauvetage a été un succès complet. Le lendemain matin, le pont de Jacksonville a été inauguré, comme si de rien n'était.
Juillet 1991, station du Grand Bornand, en Haute-Savoie. 35 pilotes s'affrontent dans une épreuve très spéciale, la montée impossible. Plus de 10 000 spectateurs sont venus assister à ce spectacle hors du commun. Quand Yann Siné, vainqueur de l'épreuve en 1989, s'élance sur la piste avec son prototype, il est loin d'imaginer qu'il s'élance pour sa dernière course. Car juste avant d'arriver au sommet, il chute et perd le contrôle de sa machine qui lui échappe. Yann regarde alors impuissant sa moto dévaler la pente à une vitesse vertigineuse. Elle fonce droit sur les spectateurs qui ne réalisent pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Un caméraman amateur ne voit pas le danger qui arrive droit sur lui à plus de 100 km/h. L'engin le percute de plein fouet. La montée impossible, c'est ça, grimper le plus vite possible des pentes très abruptes avec des prototypes gonflés à bloc. Le principe est simple, le vainqueur est celui qui arrive le plus haut. Cette discipline sportive méconnue nous vient des États-Unis où elle a été créée dans les années 60. Elle existe en France depuis 1980. Ces pilotes de l'extrême se réunissent chaque année et fignolent leur engin pour décupler leur capacité. Ce jour-là, au Grand Bornand, le record à battre est de 276 mètres. Juste devant Yann, un concurrent l'explose littéralement en dépassant 330 mètres. Yann s'engage alors pour son dernier essai. Il est bien décidé à gagner. Pour la course du Grand Bornand, j'avais un prototype avec 2 roues motrices, avec des clous sur les pneus, donc une centaine de clous sur la roue arrière, une cinquantaine sur la roue avant, et avec une roue avant motrice qui m'aide à franchir les 10% qui me manquent avec une moto classique. Quand je me lance sur la piste, donc je suis hyper motivé. J'avais gagné l'année d'avant, donc j'avais la haine, il fallait que j'arrive au sommet. Et c'était le dernier essai, donc je donnais tout. Là, on voit que je suis un peu en difficulté dans le petit dévers. Je reprends l'adhérence. Là, la moto se cabre, je donne un coup d'accélérateur. La moto prend appui sur les roues. À chaque rebond, elle prend de la vitesse. Et là, on voit qu'elle va plus s'arrêter. Elle prend toujours plus de vitesse dans la descente. Sur une pente à 300 mètres de dénivelé, ça va hyper vite, plus de 100 km/h. Je suis resté quelques minutes en haut, tout seul à attendre. Et j'avais un peu peur de descendre déjà. Je savais qu'avec les clous, c'était à la vitesse à laquelle elle est rentrée dans le public. Ici, on voit le caméraman qui se fait percuter. Je pensais qu'il avait le dos détruit. Quand je filmais, j'ai pas eu peur parce que j'étais dans mon film et donc j'ai pas réalisé qu'elle nous arrivait dessus. J'ai ressenti un choc dans mon dos et ça m'a propulsé dans un trou à peu près à 10 mètres plus bas. J'ai eu des brûlures et la marque du pneu de la moto dans le dos. J'avais un hématome au coude et j'avais un léger traumatisme crânien. Le championnat de France de montée impossible attire des milliers de spectateurs. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux. Mais depuis cet accident, de nouvelles mesures de sécurité ont été prises pour que cette compétition spectaculaire ne tourne plus jamais à la catastrophe. Depuis 1991, depuis cet accident de Yann Siné en 91, la montée impossible du Grand Bornand a beaucoup évolué en termes de sécurité par rapport aux spectateurs. Déjà, on peut plus voir de choses comme ceci. Les spectateurs sont beaucoup plus loin, ils sont à 100 mètres de la piste minimum, au sommet d'une butte qu'on voit en contrebas de la piste. Donc là, il n'y a plus de souci d'avoir une moto qui parte dans la foule de cette façon-là. Ils sont vraiment très très loin. Deuxième élément de sécurité, il y a des filets comme ceux qui étaient à l'époque, mais qui sont beaucoup plus importants, renforcés tout au long de la piste pour arrêter éventuellement une moto qui peut descendre dans le bas de la piste. Mais également, il y a une notion de sécurité, je dirais, passive par rapport aux motos qui ont énormément évolué. Une moto comme celle-ci, déjà à l'époque, était une des plus courtes du plateau en empattement, donc elle pouvait vraiment rebondir de façon impressionnante, comme on le voit sur ces images. Maintenant, au Grand Bornand, nous n'acceptons plus que des prototypes, des motos qui font plus de 2 mètres de long et qui ne peuvent plus se retourner de cette façon-là, qui sont des motos que les pilotes couchent en arrivant au sommet de la montée impossible. Et donc, on n'a plus de soucis depuis 7 ans, heureusement, de ce style-là. Suite à cet accident, j'ai arrêté toutes les compétitions de montée impossible. C'est vrai que ce jour-là, j'ai eu très très peur. J'étais assez choqué. Et quand je revois la violence des images et le choc terrible de la moto contre le public, c'est un vrai miracle qu'il n'y ait pas eu des blessés graves. Traumatisé par cette expérience, Yann a définitivement arrêté la compétition. Pourtant, rassurez-vous, le caméraman a eu beaucoup de chance. Il n'en a gardé aucune séquelle.
Ces deux hommes sont cascadeurs. En noir, c'est Super Joe Reed. En blanc, Johnny Airtime. Ils se sont lancés un défi fou, franchir à moto les 30 mètres qui séparent deux immeubles de 6 étages. Accrochez-vous, c'est parti. Ça s'est fait parce que je cherchais une cascade que personne n'avait faite. Donc j'ai cherché dans les rues pour trouver deux immeubles assez proches, mais en même temps assez éloignés pour que ce soit quelque chose d'assez dangereux et que personne d'autre n'essaierait. Sauter d'un toit à l'autre à moto. Ces casse-cou ont analysé chaque détail du saut en répétant sur la terre ferme. Il a fallu le faire suffisamment de fois pour savoir que lorsqu'on quittait la rampe à 6 étages au-dessus de la terre, on arriverait bien de l'autre côté. Je n'ai eu besoin que de 3 répétitions pour y arriver. Le vent, l'inclinaison des tremplins, le moindre détail pouvait faire rater la cascade. À une telle hauteur, les conséquences auraient été terribles. Le moindre grain de sable pouvait tout faire rater et provoquer une décélération de la moto au mauvais moment. Là, il n'y avait plus qu'à ramasser les morceaux. Regardez bien l'image sous cet angle. Le saut est parfait, mais l'atterrissage est brutal. Heureusement, tout est prévu. Un filet de sécurité a été mis en place et les empêche de tomber du toit. Malgré leur chute, Super Joe et Johnny Air ont réussi leur cascade et quittent la scène sans une égratignure. Un détail cependant, ce qu'ils ont fait est totalement interdit par la loi. Un terrible accident vient de se produire sur une voie express de Chicago. Un poids lourd s'est renversé sur une voiture, il y a 3 personnes à l'intérieur. On ose imaginer qu'il y ait des survivants. Je roulais lorsque j'ai entendu un énorme fracas. Le camion remorque a heurté la passerelle et s'est renversé sur la voiture. Les vélos étaient sur le toit de la voiture et comme vous pouvez le constater, ils ont glissé à l'arrière. Arrivés très rapidement sur les lieux, les secours tentent d'extraire les blessés qui semblent être miraculeusement bien vivants. Je pensais qu'ils étaient morts. Enfin, j'avais vu un accident semblable à la télé il y a environ 1 an et il n'y avait eu aucun survivant. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les 3 passagers de la voiture sont en vie. Une véritable course contre la montre commence alors pour les extraire de cet amas de tôle. J'ai utilisé un treuil et des vérins hydrauliques pour soulever suffisamment le camion et le bloquer. J'ai d'abord ouvert la porte, là où il y avait la femme. Cette femme est finalement libérée en premier. Par précaution, elle est évacuée vers l'ambulance, bien qu'elle ne soit que légèrement commotionnée. Les 2 hommes qui l'accompagnaient sont eux aussi sains et saufs, mais ils sont encore sous le choc. C'est une bénédiction, vous savez, de se sortir de ça. Une bénédiction, peut-être. Une chance inouïe en tout cas, c'est certain. Pour sauver la vie d'un conducteur inconscient, Debbie Valley a volontairement fait une embardée avec son camion. Mais la cabine du camion a basculé de l'autre côté de la rambarde et pend au-dessus du vide. Debbie est seule à l'intérieur. Elle n'ose pas bouger. Si la cabine se détache, elle tombe d'une hauteur de 30 mètres. En quelques minutes, les pompiers sont sur place. Ils attachent la cabine avec des câbles. Puis l'un d'entre eux grimpe sur le camion pour libérer la jeune femme. Un prêtre a vu la scène. Pendant tout le sauvetage, il va prier et rassurer Debbie. J'ai regardé l'eau et je me suis dit, mon Dieu, ne me laissez pas mourir maintenant. Je suis trop jeune. Je ne suis pas prête pour mourir. Mais quelqu'un veillait sur moi. À peine sortie, Debbie serre dans ses bras son ange gardien. Ce qui est fantastique, c'est que personne d'autre n'a été blessé. C'est pour ça que je me faisais du souci. C'est tout ce qui m'importait. La semaine suivante, Debbie a repris la route. Mais elle n'oubliera jamais celui qui lui a donné la force de tenir pendant ces moments difficiles. Nous sommes chez un charmeur de serpents pas comme les autres. Jim Harrison est herpétologue. Son métier, prélever le venin des serpents. Mais pour ça, il faut d'abord les attraper. Cela nécessite une grande concentration et beaucoup de souplesse. Il le fait donc sans protection pour garder une totale liberté de mouvement. S'il se fait mordre, il risque la paralysie ou pire, un choc cardiaque. La manipulation, vous l'avez remarqué, elle se fait à main nue. Et non pas avec des protections de gants, parce qu'avec des gants, on serait extrêmement malhabile, à la fois dans la vitesse du geste et surtout dans sa précision, et aussi dans le contact. L'herpétologue ici est en train d'essayer d'attraper un cobra, donc il attire son attention pour lui fixer le regard, et lorsqu'il va être attiré par devant, il va l'attraper par derrière. Ça, c'est un serpent à sonnette. Là, la technique est un peu différente. Il essaie absolument d'immobiliser la tête pour pouvoir l'attraper par derrière, pour après lui faire cracher son venin. Guy Nolot manipule des vipères, moins impressionnantes, mais tout aussi féroces. Il s'est fait mordre 3 fois en 30 ans.
Alors ici, nous avons une jeune vipère du Gabon. La manipulation pour prélever le venin est toujours à peu près la même. La première chose à faire, c'est de lui immobiliser la tête. Ça paraît facile, mais ce n'est pas toujours évident du premier coup. Une fois que la tête est immobilisée, on lui présente donc une coupelle pour mettre les crochets sur le bord et pour prélever le venin, on appuie sur la glande, le venin sortant par les crochets qui sont en fait comme des petites aiguilles de seringue. Mais si le venin est un dangereux poison, c'est aussi un médicament. Longtemps, on a vu dans les venins qu'une substance extrêmement dangereuse qui n'avait aucune utilisation intéressante pour l'homme. Et puis, lorsque l'on a appris à connaître leurs propriétés de façon plus fine, l'idée est venue qu'il pourrait peut-être avoir un intérêt en thérapeutique. Et c'est ainsi que sont nés d'abord les sérums antivenimeux, et puis, de façon plus récente, c'est ainsi qu'est née une famille de médicaments pour traiter l'hypertension. Et cette découverte est liée directement à la connaissance que l'on a des composants toxiques de venin de certains serpents. Si malgré les apparences, cette technique est inoffensive pour le serpent, elle est périlleuse pour le manipulateur. Et faire cracher son venin à une vipère, un cobra ou un serpent à sonnette, c'est à chaque fois jouer avec sa vie. Le kart, une discipline pour fondus de vitesse, décidé à rouler le plus vite possible au ras du bitume. Michael David connaît les dangers, pourtant il n'aurait jamais imaginé ce qui lui est arrivé ce jour-là. Regardez bien, Michael est à droite de l'image. J'aime piloter roue contre roue. Cela me donne une poussée d'adrénaline et je deviens plus agressif. Mais là, je n'ai rien compris. J'ai vu le kart partir. Quand il a dérapé dans les fourrés, j'ai été éjecté. Le pilote qui est situé au centre n'a pas un comportement du tout professionnel. Il tasse complètement l'autre, qui s'envole immédiatement au contact de la terre. Michael a eu beaucoup de chance de s'en sortir indemne. Il a été percuté en pleine vitesse. Sa chute aurait pu lui être fatale, mais à combien roulait-il exactement? On atteint des vitesses en bout de ligne droite sur ce type de piste de l'ordre de 160 km/h. En plus de ça, avec le poids du casque, le poids de la tête se retrouve multiplié par 2, par 3, voire plus, avec la force centrifuge atteinte lors de l'impact. Donc là, c'est un miracle. En plus, on constate que les règles minimum de sécurité ne sont pas appliquées sur ce circuit. La fédération nous demande des normes draconiennes au niveau des bacs à gravier, des bacs à sable pour les voies de dégagement, pour éviter justement ce genre d'accident, ce genre de choc où le pilote est éjecté, on voit le pilote éjecté du kart, il retombe dans des trous, un peu dans des bas-côtés, n'importe comment. Aujourd'hui, sur les pistes françaises, des pistes homologuées, on ne le voit pas. Il y a des filets anti-franchissement, il y a des commissariats de piste, il y a des drapeaux. Là, on voit qu'aucun drapeau n'est installé. On voit qu'aucun commissaire de piste ne précède le virage. Aujourd'hui, Michael David est pilote professionnel. Son rêve, piloter un jour une Formule 1. Sur les porte-avions, les accidents sont rares mais très spectaculaires. C'est sans doute le pilotage le plus difficile au monde. Pourquoi? Parce que de loin, un porte-avions, ça ressemble à ça, une boîte d'allumettes posée sur l'océan. Le défi pour les pilotes, venir se poser, à ponter sur ce petit espace mobile, le tout à plus de 260 km/h. Pour s'arrêter sur le pont, les pilotes doivent impérativement accrocher un brin. Un brin, c'est cet énorme câble d'acier tendu en travers du pont. Les pilotes l'accrochent grâce à une crosse placée sous l'avion. Sur la piste, il y a 4 brins. Il faut absolument en accrocher un, sinon l'avion ne s'arrête pas. Mais la piste ne fait que 200 mètres de long et en plus, elle bouge. Autant dire que l'appontage, c'est du grand art. L'amiral Doniol en a effectué des centaines. Pour lui, l'accident de cet avion est des plus violents. Voici le pire accident qui puisse se produire sur un pont d'envol. C'est le choc de l'avion avec l'arrière du pont d'envol qu'on appelle l'arrondi. C'est terrible. À un moment, il s'est trouvé en dessous de la vitesse qui est convenable pour apponter. Et à partir de là, les choses vont très vite parce que l'avion est en perte de vitesse, il est en décrochage et même en mettant énormément de moteur, en mettant plein gaz, il est très difficile de le rattraper. Il est arrivé trop court, il a percuté l'entrée de la piste. Heureusement, le pilote a pu s'éjecter avant le choc. Il s'en sortira avec une grosse frayeur. La vie sur un porte-avions se joue souvent à quelques secondes. Autre appontage, autre problème. Cette fois, tout semble bien se passer. La crosse a bien pris le brin, mais le pilote a voulu garer son avion trop vite. Tout se passe bien. Simplement, précipitation du pilote pour sortir et aller vers le parking. Il a mis plein gaz, l'avion a refusé de virer, il ne vire pas, il va vers la mer et le pilote doit s'éjecter. Ça,
une faute incroyable. Heureusement pour le pilote, le vent l'a ramené sur le pont. Un peu sonné, il a évité de justesse la baignade. Ce type d'erreur est rarissime. Mais quelle est la technique idéale? Pour apponter, le pilote doit maîtriser à la fois 3 éléments. Il doit maîtriser l'alignement parce qu'il faut arriver sur le milieu du pont. Il doit maîtriser la pente parce qu'il faut que sa crosse arrive dans la zone des brins. Et il faut qu'il maîtrise sa vitesse. Or, toute variation d'un des éléments joue sur les 2 autres. Donc c'est en permanence une course-poursuite pour maintenir cet équilibre très délicat, très fragile entre les 3 éléments. Si de jour les conditions d'appontage sont parfois périlleuses, tout se complique sérieusement la nuit. On perd la notion de l'environnement. On est un peu comme dans un tunnel, si vous voulez, et ce n'est qu'au tout dernier moment, on sort du tunnel et le porte-avions, en quelque sorte, vous saute au visage. Et là, c'est le choc. Un choc qui peut être brutal. Pour le pilote, ce soir-là, les conditions sont particulièrement difficiles. La mer est houleuse, avec des vagues de plus de 2 mètres de haut. 12 secondes seulement avant d'apponter, l'officier qui se trouve sur le bateau et qui guide le pilote lui lance par contact radio ce message. Mais quand il s'aperçoit que le pilote est trop bas, il lui ordonne de remettre les gaz. Le bateau tangue, on peut le deviner au mouvement du croisillon. Le pilote, lui, au cours d'un mouvement de tangage du porte-avions, va s'imaginer un petit peu haut. Il va réduire la puissance, ça va l'amener en dessous, et à ce moment-là, le pont du porte-avions se lève par l'arrière. Le pilote ne le ressent pas, il perd son repère. L'officier d'appontage lui dit de mettre plein gaz, plein gaz, plein gaz, plein gaz. Ça n'a pas suffi, donc il est obligé de s'éjecter. L'avion est en feu. L'équipe de sauvetage se précipite pour éteindre les flammes. Les pilotes ont pu s'éjecter, mais le vent qui souffle en rafale repousse l'un d'entre eux au milieu des flammes devant les yeux affolés du jeune officier, Alan Wyman. Un des pilotes a atterri devant moi au milieu du feu. On a dû l'en sortir. C'était un feu du diable, des débris volaient partout. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai tout de suite senti ce qu'il y avait à faire. Heureusement, le feu sera finalement maîtrisé et les 2 pilotes s'en sortiront indemnes. Manœuvre parmi les plus difficiles, l'appontage requiert des nerfs d'acier et une bonne maîtrise de soi. Alors, amiral, un bon pilote, c'est quoi? Un bon pilote, c'est un pilote qui savait avoir peur, c'est-à-dire qui était capable d'analyser les situations dangereuses. Et en analysant une situation dangereuse, on est sûr de s'en sortir. Mais si on n'a pas peur, eh bien on peut se trouver, sans le vouloir, dans une situation dangereuse, et là, ça peut être très grave.